Eh, vous pensez qu'il y a combien de pourcents de chances qu'il y ait un ouragan dans le coin? Bon, puisqu'on a un peu de temps avant que ça n'arrive, et si on parlait un peu du Magicien d'Oz, le premier roman de Naïma Frank Baum, pour voir un peu comment on écrit une œuvre avant-gardiste. Pour ça, il faut rouvrir votre livre d'histoire page niveau 4e, nous sommes en 1900. Alors que la tour Eiffel a été exposée à l'exposition universelle de Paris, que Guglielmo Marconi, en faisant mumuse avec ses câbles, invente la radio, et que les scientifiques vivent leur meilleure vie, et que la délinquance n'a encore et toujours jamais été aussi élevée, le Magicien d'Oz sort à la vente. Le Magicien d'Oz, c'est l'histoire de Dorothy, qui vit au Kansas. À cause de problèmes politiques que j'ai pas le temps d'expliquer, c'est la merde dans le Kansas, Dorothy apporte joie et bonheur à sa famille pauvre et malheureuse. Seulement, pas de bol pour elle, une tornade s'abat sur sa maison et l'entraîne dans un pays magique et lointain, le pays d'Oz. Avec l'aide de ses amis qu'elle va rencontrer sur la route, Dorothy part en voyage dans le but de voir le grand Magicien d'Oz, qui va peut-être la ramener chez elle. Cette histoire est devenue aujourd'hui en Amérique la religion des Américains. C'est simple, si vous croisez en Amérique une personne qui ne sait pas ce que c'est qu'elle vous ment sur d'où elle vient. Car ne pas connaître l'œuvre américaine la plus culte de tous les temps après Friends, c'est comme ne pas connaître les churros en Espagne. C'est si populaire qu'elle est ancrée dans la tête de nos chères petites têtes blondes dès la maternelle. Et que pour eux, voir cette chère petite fille à couette accompagnée de son éventail chéri revient à nous Français, voir notre voisin portugais amener un cloug pour vous fêter un joyeux Noël. Le vomi en moins. Pourtant, cette histoire n'est vraiment ancrée dans la mémoire collective qu'à partir de 1939, avec la chanson Somewhere Over the Rainbow, qui ne vous est pas sortie de la tête depuis 3 mois. Et pourtant, à la base, ce livre n'avait rien à voir avec le film. Et c'est là que c'est bien intéressant, c'est parce qu'il avait une particularité, il était avant-gardiste. C'est-à-dire qu'il était en avance sur son temps. C'est peut-être déjà dû au fait que son auteur, Naïma Frank Baum, ce joli monsieur qui fait genre et sourit sur toutes les photos, faisait partie d'un mouvement qui s'appelait la théosophie, dont le principe était, entre autres, de trouver la vérité cachée derrière toutes les grandes religions, et dont leur principale devise était qu'il n'y avait pas de religion supérieure à la vérité. Baum s'inspire donc énormément de ce mouvement, et s'amusera même à y glisser quelques petites références. Et comme je sais que les explications par catégorie c'est super relou, j'ai décidé de faire ça de la manière la plus lente et la plus ennuyeuse possible. Allez, c'est parti. Premièrement, dans ce mouvement, on partait du principe qu'il ne suffisait pas de prier Dieu pour avoir tout de suite ce que l'on voulait. Ainsi pour lui, montrer une petite fille faire un long voyage dans un monde magique pour aller voir un magicien qui va peut-être pouvoir la ramener chez elle, est une manière de dire que si vous priez Dieu au moindre problème que vous avez, vous oublierez que vous avez le courage, l'intelligence et le cœur de vous sortir vous-même de toutes vos galères. Autrement dit, quand Dorothy découvre que les souliers d'argent peuvent la ramener chez elle, c'est aussi une manière de dire que vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez. Alors arrêtez par pitié d'utiliser Dieu comme une machine à faire des miracles. Baum a avant tout parlé de questions de société. Même si peu de personnes le savent, le Magicien d'Oz est une mine d'or de sujets de société. Baum est même l'un des premiers auteurs de l'histoire à parler aux enfants de féminisme, d'homosexualité, de pauvreté, de questions philosophiques, et sera même l'un des premiers auteurs de l'histoire à parler de transidentité. Vous voulez savoir pourquoi la transidentité? Oui, s'il te plaît, pourquoi la transidentité? Allez, d'accord. Dans le second livre, il y a un personnage nommé Tip, un garçon enfermé par une sorcière qui découvrira après sa fugue qu'il s'appelle en réalité Ozma et qu'il est une princesse. Lorsqu'elle doit se retransformer en fille, elle demandera à ses amis si ce n'est pas une mauvaise chose de devenir une fille. Ce à quoi ses amis lui répondent, ce n'est pas une si mauvaise chose d'être une fille, et cela ne nous empêchera pas de te rester fidèle, même si tu es, en apparence, un peu différente. Oh, c'est joli! C'est d'ailleurs assez marrant de noter que ce sera à peine 20 ans plus tard que les premières icônes transgenres vont sortir de l'ombre, même s'il faudra attendre les années 70 pour que enfin ils aient droit à la parole. Comme quoi, les lecteurs du Magicien d'Oz ont bien grandi. Mais on parle également homosexualité dans le Magicien d'Oz, comme par exemple quand le personnage du lion lâche dira être homosexuel et amoureux du tigre affamé. Ce qui est d'ailleurs assez amusant puisque c'est le personnage de la petite fille arc-en-ciel qui l'avouera. Mais le personnage de Dorothy elle-même peut être considéré comme un personnage homosexuel puisqu'on la voit à plusieurs reprises dans les illustrations embrasser sur la bouche la princesse Ozma. Elle sera même nommée princesse d'Oz à la fin du livre et régnera sur Oz aux côtés du premier personnage transgenre de la littérature. Mais on parle également féminisme dans le Magicien d'Oz, car Baum encourageait énormément les petites filles à être courageuses et à apprendre à se sortir elles-mêmes de leurs problèmes. Dans le livre, il n'y a pas de roi ou de seigneur, il n'y a uniquement que des reines, des princesses, des dirigeantes. Elles vivent des aventures, elles montent à cheval et c'est elles qui défendent leur royaume.
Et contrairement au film où Dorothy est sauvée par ses amis, elle protège autant ses amis qu'ils ne la protègent. Car ce n'est pas une question d'hommes qui s'occupent des femmes, c'est surtout une question que, entre amis, on se serre les coudes et on ne se lâche pas. Sauf que voilà, en voyant ce que lisait leur fille, les papas ont eu tellement mal à leur petit zizi qu'ils ont fait un procès au livre, en disant qu'ils présentaient des femmes comme leaders, puisqu'il n'y a aucun personnage féminin accompagné d'un homme, excepté Dorothy. Et que ce sont elles qui vivent les grandes aventures. Et c'est en 1957 que le livre sera banni et que les enfants mémoriseront à jamais la Dorothy du film de 1939, avec pour interprète une actrice rendue dépressive et droguée par la surexploitation et les abus sexuels et physiques, ce que justement, Baum dénonçait. Oui, je sais, c'est triste. Enfin bref. Question pauvreté, il y a un petit délire. On compare beaucoup le Magicien d'Oz à Alice au Pays des Merveilles. Et pourtant, même si cette histoire, oui, suit un petit peu les mêmes bases, ces deux livres se font un peu la guerre, car leurs morales se contredisent complètement. Le but de Lewis Carroll dans Alice au Pays des Merveilles était d'enseigner aux enfants d'arrêter d'être dans leur imagination et de se concentrer sur le monde réel. Déjà, va dire ça à celui qui l'écrit. Inversement, Baum voulait que les enfants aient de l'imagination, car pour lui, c'était leur moyen de fuir la société qui était si mauvaise et parfois si stressante et qui pesait sur leurs épaules. La preuve que vous attendez tous est dans le 6e livre du Magicien d'Oz, The Emerald City of Oz, où l'oncle et la tante de Dorothy sont à 2 doigts de perdre leur maison. Lorsque Dorothy leur parlera du monde d'Oz, même si ceux-là n'y croiront pas beaucoup, ils lui diront « Eh bien, si cet endroit est si merveilleux, tu n'as qu'à y retourner. Ce sera mieux que de vivre dans cette misère, puisque la seule décision qu'ils avaient trouvée était de lui faire arrêter l'école et de la faire travailler en tant que ménagère chez des gens riches. » Il inventera également par la même occasion le personnage de Saggy Man, un vieux clochard un peu timbré. Pour qu'on ne le rejette plus ou qu'on ne l'ignore plus, il utilisera une amulette magique qui tue sa mère et qui a le pouvoir de faire s'aimer toutes les personnes qui la croisent. Mais bon, celui-là, c'était un peu de la triche parce que les années 1900, c'était vraiment l'époque de l'ouverture des esprits. Il existait déjà beaucoup d'auteurs qui abordent les sujets, genre celui-là, celle-là ou celui-là. Mais ça restera malgré tout l'un des sujets préférés de Baum, qu'il abordera dans plein d'autres de ses livres que personne ne connaît, genre celui-là. Voilà. Donc tout ce qu'on voit là-dedans, c'est sans doute l'œuvre la plus avant-gardiste de l'histoire de la littérature et qui a été cachée pendant des décennies par son prédécesseur de 1939. Mais alors, qu'on soit bien clair, ça veut pas dire qu'il faut plus regarder le film. Au contraire, c'est une étape hyper importante de l'histoire du cinéma. En revanche, on peut se questionner sur comment des gens ont pu réadapter un tel livre qui parlait quand même d'homosexualité, de transidentité, de pauvreté et qui s'adressait aux enfants et surtout aux petites filles en leur demandant d'être libres, en créant un film misogyne dont le principal message était que les enfants devaient avoir un peu plus de respect pour leurs parents. Moi, je pense que ce qu'on doit surtout retenir de Baum, c'est que ça ne sert à rien de cacher aux enfants ce qu'est un homosexuel, un trans ou des inégalités entre les hommes et les femmes. C'est vrai, c'est pas comme si on leur parlait de sexe ou de la tuerie de Columbine. C'est une preuve qu'à force de surprotéger les enfants, on les condamne à connaître les mêmes erreurs que les adultes. Rien que ça, son but était d'écrire une histoire où les enfants n'apprendraient pas par la peur, comme pour la plupart des contes glauques de cette époque, mais par l'amusement, la joie, en leur créant un monde heureux où tout le monde est libre d'être ce qu'il entend et sauve le monde sans l'aide de Dieu. Moi, je pense que ce qu'il faut retenir de Baum, c'est que cette œuvre était avant-gardiste par rapport à ce qu'était et ce qu'est toujours la société. Et peut-être que, si on fait un peu confiance aux enfants, ils arriveront peut-être un jour, qui sait, à nous créer un monde digne du monde d'Oz. Voilà. Une tornade peut s'abattre. On a tous